Quand j'ai commencé à jouer, à apprendre des textes et à les dire, j'ai senti que j'étais à ma place. Cette phrase de Nathalie Baye résonne aujourd'hui comme un aveu plus grand que sa carrière elle-même. Celui d'une femme qui n'a jamais cessé de chercher sa vérité, loin du bruit, loin des postures, loin des faux-semblants. Et pourtant, au matin de sa disparition, ce n'est pas seulement la France du cinéma qui a vacillé, c'est tout un passé intime, tout un roman d'amour, de blessures, de fidélité silencieuse qui s'est brusquement rouvert. Que contenait donc ce message envoyé par Laura Smet, le jour où Nathalie Baye s'est éteinte, pour qu'il glace jusqu'aux anciens compagnons, jusqu'aux témoins d'une autre époque, jusqu'à un pays entier déjà sidéré par l'annonce de sa mort. Le 17 avril 2026, Nathalie Baye meurt à son domicile parisien, dans le 6e arrondissement, selon plusieurs récits biographiques, à l'âge de 77 ans. Sa famille annonce publiquement son décès le lendemain, 18 avril, et très vite les hommages affluent, ceux du monde du cinéma, de la presse, du public, mais aussi ceux des êtres qui, à un moment ou à un autre, ont partagé sa vie, son quotidien, ses silences. Les informations convergent sur un état de santé devenu préoccupant depuis l'été 2025, après une longue dégradation liée à une maladie à corde Lewy. Quelques jours plus tard, Laura Smet publie un message bouleversant. « J'ai perdu la moitié de mon cœur », avant de saluer « la meilleure mère du monde ». Rien qu'à travers ces mots, on comprend que la disparition de Nathalie Baye n'est pas seulement celle d'une immense actrice. C'est l'effondrement d'un repère affectif, d'un centre secret, d'une présence qui tenait encore debout tout un pan de mémoire familiale. Mais l'un des détails les plus troublants de cette journée n'est pas venu d'un communiqué officiel. Il est venu d'un geste intime. Selon un récit rapporté par la presse People française, Jean-Louis Borloo a appris la mort de Nathalie Baye par un SMS direct de Laura Smet. Le fait frappe parce qu'il dit plus qu'un simple échange pratique. Il révèle qu'au-delà des séparations, des années passées, des vies reconstruites, un lien de confiance et de respect demeurait entre Borloo et le cercle le plus proche de l'actrice. Cette continuité affective éclaire d'un jour particulier la place qu'il occupa dans sa vie. Il n'était plus son compagnon depuis longtemps, mais il n'était visiblement jamais devenu un étranger. Dans les grandes histoires d'amour françaises, beaucoup se terminent par le vacarme. Chez Nathalie Baye, certaines semblent s'être achevées dans une forme plus rare, la dignité du lien préservé. C'est peut-être là, au fond, le premier mystère Nathalie Baye. Cette capacité à quitter sans renier, à aimer sans s'abandonner, à rester libre sans détruire tout ce qu'elle avait touché. On l'a souvent décrite comme une femme discrète, presque farouche, étrangère aux mondanités, peu attirée par les exhibitions sentimentales. Mais cette réserve n'était pas de la froideur. C'était une discipline intérieure, une manière de protéger ce qui comptait vraiment. Elle avait connu les plateaux, les consécrations, les projecteurs, les amours célèbres, les rumeurs, les drames publics. Et pourtant, jusqu'au bout, elle aura donné l'impression de vivre ailleurs, dans un espace à elle, plus secret, plus nu, plus vrai. Pour comprendre la secousse provoquée par sa mort, il faut revenir à la jeune Nathalie Baye, née le 6 juillet 1948 à Mainville, dans l'Eure, dans une famille d'artistes peintres. Avant d'être comédienne, elle rêve de danse. Elle part même à New York avec cette ambition de mouvement et d'évasion avant de revenir en France pour des démarches administratives. C'est alors qu'un détour change tout. Une amie la conduit au cours Simon. Là, elle découvre le jeu. Elle dira plus tard qu'en apprenant les textes, en les disant, elle a immédiatement senti qu'elle était à sa place. René Simon l'encourage à préparer le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, qu'elle intègre avant d'en sortir diplômée en 1972. Cette trajectoire n'a rien d'une ascension linéaire. Elle ressemble davantage à une bifurcation existentielle. Nathalie Baye n'entre pas dans le cinéma comme on entre dans une carrière. Elle y entre comme on trouve enfin une chambre intérieure où respirer. Les blessures, pourtant, étaient déjà là. En 2022, Nathalie Baye avait livré au Journal du Dimanche l'un des témoignages les plus crus de sa vie privée. Elle racontait n'avoir jamais eu de compliments de ses parents. Elle rapportait même cette phrase terrible de sa mère, lui ayant presque laissé entendre que si elle avait réussi au cinéma, c'est qu'elle avait fait la pute. Son père, lui, ne lui aurait soufflé qu'après 20 ans de carrière qu'elle n'était pas mal dans un téléfilm.
L'aveu est bouleversant parce qu'il renverse l'image publique. Derrière la grande actrice célébrée, il y avait une enfant devenue femme sans validation, sans tendresse affirmée, ou presque. Et peut-être faut-il chercher là une clé de tout le reste. Son besoin d'amour, son besoin d'indépendance, son refus de se laisser posséder, sa manière de ne jamais totalement s'installer dans la sécurité d'un seul décor affectif. Quand elle débute au cinéma au début des années 1970, Nathalie Baye devient très vite l'un des visages les plus prometteurs du nouveau paysage français. François Truffaut la révèle dans La Nuit américaine, Day for Night, puis d'autres cinéastes majeurs la choisissent. Sa filmographie grossit à une vitesse impressionnante, jusqu'à dépasser largement les 80 longs-métrages et même près d'une centaine selon plusieurs nécrologies. Son talent ne tient pas seulement à sa présence, il tient à une qualité plus rare. Elle pouvait être à la fois lumineuse et opaque, tendre et dure, bourgeoise et populaire, sophistiquée et blessée. Elle a traversé les décennies en refusant d'être enfermée dans un type, qu'il s'agisse de La Balance, Le Retour de Martin Guerre, Vénus Beauté, Institut, Le Petit Lieutenant ou Catch Me If You Can. Elle a toujours semblé déplacer légèrement le centre des films, comme si chaque rôle contenait un supplément d'âme imprévisible. Elle a remporté 4 Césars, dont 2 comme meilleure actrice, et a siégé au jury du Festival de Cannes en 1996 sous la présidence de Francis Ford Coppola. Et puis il y a les hommes de sa vie, non pas pour réduire Nathalie Baye à ses histoires d'amour, ce serait une injustice, mais parce que chez elle, l'intime et la légende publique n'ont cessé de se croiser. Son premier grand amour connu, celui qui semble avoir laissé l'empreinte la plus profonde, s'appelle Philippe Léotard. Ils se rencontrent en 1972, elle a 24 ans, il en a 32. C'est un coup de foudre. Philippe Léotard quitte alors sa femme et ses enfants pour Nathalie Baye. Tout est déjà romanesque, excessif, presque voué au vertige. Leur histoire est intense, belle, mais traversée par la nuit. L'alcool, puis la drogue, les hospitalisations, les déchirures. Le récit livré dans la presse décrit une Nathalie Baye allant voir Philippe Léotard à l'hôpital, comprenant que des dealers viennent encore l'alimenter, et finissant par rompre pour ne pas être aspirée elle aussi dans la destruction. Voilà sans doute l'un des grands regrets de sa vie sentimentale. Pas parce que l'amour aurait été faux, mais précisément parce qu'il était immense et qu'il n'a pas suffi à sauver. Certains amours ne s'achèvent jamais vraiment. Ils deviennent des cicatrices actives. Philippe Léotard fut probablement de ceux-là. Quand Nathalie Baye rencontre Johnny Hallyday le 23 avril 1982, lors de l'enregistrement de l'émission Formule 1+1, le décor change totalement. On quitte l'amour maudit d'un acteur ravagé pour entrer dans la collision de 2 mythologies françaises. Leur liaison surprend leur entourage. Tout semblait les opposer. Elle, l'actrice intériorisée, élégante, cérébrale. Lui, l'icône populaire, électrique, nocturne, démesurée. Et pourtant, la relation agit comme un déplacement réciproque. Les biographies rappellent que Nathalie Baye pousse Johnny à s'éloigner un temps du monde de la nuit. Elle n'adoucit pas seulement son quotidien, elle modifie son rythme, son paysage, peut-être même sa façon d'habiter la célébrité. De cette histoire naît Laura Smet, le 15 novembre 1983. Mais le couple se sépare en mars 1986, alors que leur fille est encore toute petite. Là encore, Nathalie Baye n'efface pas. Elle continue d'inscrire cette histoire dans la durée de la mémoire familiale. Sa relation avec Johnny a laissé derrière elle non seulement une fille, mais une lignée symbolique, un morceau de roman national français. Entre Philippe Léotard et Johnny Hallyday, la différence est saisissante. Avec le premier, l'amour semble avoir été celui des profondeurs, du théâtre, de la douleur et des dépendances. Avec le second, il devient une histoire de fascination nationale, un couple observé, commenté, presque mis en vitrine. L'un la relie au monde artistique le plus fragile, le plus fiévreux, le plus tragique. L'autre la projette dans une lumière populaire considérable. Dans les deux cas, elle aime des hommes puissants, célèbres, complexes. Dans les deux cas, elle refuse pourtant de s'y dissoudre. Et c'est peut-être ce qui rend Nathalie Baye si particulière. Elle aimait fort, mais elle ne renonçait jamais à son noyau de solitude. Après Johnny, Nathalie Baye fréquente Pierre Lescure, alors PDG de Canal+. Cette relation, moins mythifiée que les précédentes, raconte une autre facette de son parcours.
celle d'une femme entrant dans les sphères de pouvoir médiatique sans jamais donner l'impression d'y chercher une place. Puis vient Jean-Louis Borloo, à la fin des années 1980, alors maire de Valenciennes. La presse et les biographies s'accordent à dire qu'ils forment un couple dans les années 1990. Leur histoire se termine sans scandale, sans fracas, et c'est précisément ce qui la rend émouvante, rétrospectivement. Le SMS de Laura Smet, le jour de la mort de Nathalie Baye, n'a de sens que parce qu'il repose sur un passé qui n'a pas été saccagé. Chez beaucoup, le temps détériore les liens. Chez eux, il semble avoir fait autre chose. Il a retiré l'amour conjugal, mais laissé intacte l'estime. Autour de Nathalie Baye, comme autour de toute star française ayant traversé plusieurs décennies, les rumeurs n'ont jamais cessé. Une liaison avec l'acteur Jean-Yves Berthelot lui a été prêtée, mais elle a été démentie. Une brève relation avec le peintre américain François Lamort a en revanche été rapportée par plusieurs notices biographiques. C'est là toute la mécanique fascinante et cruelle de la célébrité sentimentale. Ce qui est vrai se mélange à ce qui est supposé. Ce qui fut intense côtoie ce qui n'a peut-être été qu'un bruit de couloir. Dans un récit comme celui-ci, il est essentiel de tenir cette frontière. Nathalie Baye a inspiré des récits d'amour, des fantasmes, des projections. Mais plus sa vie avançait, plus elle reprenait le contrôle de sa narration, cultivant une discrétion presque intransigeante sur ce qu'elle consentait à livrer. Et c'est précisément cette discrétion qui rend son visage de grand-mère si précieux. Dans les dernières années de sa vie, Nathalie Baye semblait trouver un apaisement particulier dans son rôle auprès de Léo, le fils de Laura Smet. Les portraits parus après sa mort rappellent combien elle aimait cette place, avec une philosophie très simple: être présente sans envahir, soutenir sans juger, transmettre sans diriger. Laura Smet avait elle-même salué chez sa mère cette délicatesse de grand-mère qui laisse totalement libre l'éducation de son fils. On pourrait croire ce détail secondaire face à une carrière aussi monumentale. Il ne l'est pas, parce qu'il raconte peut-être la victoire la plus intime de Nathalie Baye. Après une enfance marquée par le manque de compliments et la violence symbolique, elle semblait être devenue, pour sa fille et son petit-fils, l'inverse de ce qu'elle avait subi. Une présence sûre, respectueuse, tendre sans être possessive. L'un des épisodes les plus poignants de la fin de sa vie reste son absence aux Journées de la Rose, à Douai-la-Fontaine en juillet 2025. Officiellement, l'annulation s'explique par des raisons de santé. À l'époque, certains refusent d'y voir autre chose qu'un contretemps. D'autres commencent déjà à s'inquiéter. Avec le recul, cet épisode prend un relief particulier. Il marque publiquement ce que son entourage savait probablement déjà, à savoir qu'une fragilité plus lourde était installée. Dans les récits publiés après sa disparition, l'été 2025 apparaît comme un tournant, le moment où la dégradation n'est plus tout à fait invisible. Comme souvent avec les grandes figures, le public ne voit les signes qu'après coup. Sur le moment, il y a encore le déni, la pudeur, l'espoir. Ensuite seulement le puzzle se recompose. Alors, parmi tous les hommes qu'elle a aimés, lequel lui a laissé le plus de regrets? La question est vertigineuse, et il serait malhonnête d'y répondre comme à une certitude documentaire. Mais si l'on croise ses confidences, les récits biographiques et la nature de ses séparations, deux noms s'imposent. Philippe Léotard, d'abord, parce qu'il fut le premier grand amour, le plus incandescent, celui qu'on quitte pour survivre, mais qu'on n'arrache jamais tout à fait de sa mémoire. Johnny Hallyday ensuite, parce qu'il fut l'amour devenu famille, l'histoire qui ne peut jamais être totalement refermée, puisqu'elle a pour prénom Laura. L'un représente le regret du sauvetage impossible, l'autre, celui d'une histoire immense qui n'a pas tenu malgré tout ce qu'elle avait construit. Quant à Jean-Louis Borloo, il semble appartenir à une autre catégorie, non pas le regret brûlant, mais la tendresse persistante, la preuve qu'une relation peut s'achever sans se dégrader. Cette lecture reste une interprétation, mais elle s'appuie sur les récits convergents de sa vie sentimentale et sur les traces laissées par chacun. Au fond, Nathalie Baye n'a jamais été seulement une actrice française immense. Elle a été une femme de contraste absolu. Une femme capable d'habiter des films très différents sans perdre sa vérité. Une femme blessée, mais jamais cynique. Une femme désirée, observée, commentée, mais qui s'est obstinée à garder son centre hors de portée. Une femme ayant connu la gloire,
sans jamais se laisser convaincre que la gloire guérissait quoi que ce soit. C'est peut-être pour cela que sa disparition a provoqué un tel séisme émotionnel. Quand une star meurt, on pleure une image. Quand quelqu'un comme Nathalie Baye s'en va, on pleure aussi une certaine idée de la tenue, du mystère, de la classe intérieure. Et puis il reste cette scène, presque cinématographique, qui hante tout le récit. Un téléphone qui vibre, un message de Laura Smet, Jean-Louis Borloo qui comprend que quelque chose d'irréversible vient de se produire, et dans le même instant, toute une France qui commence à mesurer qu'un visage essentiel de son histoire culturelle vient de disparaître. Il y a des morts qui ferment une carrière. Il y en a d'autres qui rouvrent toute une vie. Celle de Nathalie Baye appartient à la seconde catégorie. Sa disparition remet en lumière ses films, bien sûr, mais aussi ses fidélités, ses blessures de jeunesse, ses amours légendaires, ses ruptures sans vacarme, sa façon de préférer la vérité au spectacle. Et c'est sans doute pour cela que son histoire nous atteint autant. Parce qu'au milieu du vacarme médiatique, Nathalie Baye aura passé sa vie à défendre quelque chose de presque introuvable aujourd'hui, la profondeur sans exhibition. Et lorsqu'on observe une dernière fois le parcours de Nathalie Baye, une vérité s'impose avec une force presque douloureuse. Elle n'a jamais cherché à être une légende, et c'est précisément pour cela qu'elle en est devenue une. Dans un milieu où tant de destins se consument dans l'excès, elle aura imposé une autre silhouette, celle d'une femme droite, traversée par les tempêtes, mais refusant toujours de se laisser définir par elle. Derrière les flashs, derrière les rumeurs, derrière les amours célèbres, il y avait chez Nathalie Baye une solitude noble, une manière presque ancienne de protéger ce qu'elle avait de plus fragile. Peut-être est-ce là ce qui rend le message de Laura Smet si bouleversant. Ce n'était pas seulement l'annonce d'un décès, c'était la chute d'un pilier, l'effacement d'une voix, d'un regard, d'une présence qui relie encore plusieurs époques de la vie française. Le cinéma d'auteur, les passions dévorantes, les familles recomposées dans la douleur, et cette tendresse silencieuse qu'on ne découvre parfois qu'au soir d'une existence. En disparaissant, Nathalie Baye ne laisse pas un vide ordinaire. Elle laisse une absence habitée, presque palpable, comme si chacun de ses rôles, chacun de ses amours, chacun de ses silences continuait de flotter dans l'air. Et c'est peut-être cela, au fond, le véritable choc. Comprendre que certaines femmes ne meurent jamais tout à fait, parce qu'elles ont transformé leur propre vie en mémoire vivante. Nathalie Baye est partie, mais elle laisse derrière elle bien davantage qu'une filmographie monumentale. Elle laisse une manière d'être au monde, une manière de traverser les triomphes sans se vulgariser, les chagrins sans se dissoudre, les amours sans renoncer à soi. Elle laisse aussi une énigme. Comment une femme si observée a-t-elle réussi à préserver autant de secrets, autant de densité, autant de pudeur? Peut-être parce qu'elle savait, depuis toujours, que l'essentiel n'appartient jamais au tumulte public. Peut-être parce qu'elle avait compris très tôt que les applaudissements ne remplacent ni la confiance donnée dans l'enfance, ni les fidélités du cœur, ni cette paix fragile qu'on essaie de construire tardivement autour de ses enfants, puis de ses petits-enfants. Et peut-être enfin parce que, chez elle, le jeu n'était jamais un masque. Il était une manière plus précise de dire le vrai. Si cette histoire sur Nathalie Baye vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits.